Parfait. Alors, bonjour à toutes. Merci beaucoup, Célie, pour ton invitation à présenter ce live autour de l'engagement sur Instagram. Merci également à vous toutes d'avoir répondu présente pour ce rendez-vous. Je suis vraiment ravie d'être là. Du coup, durant ces 25 minutes, mon objectif sera avant tout de vous donner un maximum de conseils dans le temps imparti et surtout de vous inspirer à l'aide d'exemples de contenu de marque pour vous donner un maximum d'idées pour créer du contenu engageant. Donc, avant toute chose, place aux présentations. Donc, je suis Emmanuelle Sibiril, consultante social media. Vous pouvez m'appeler Emma, c'est souvent à ce nom-là que je réponds d'ailleurs. Pour vous expliquer un peu mon parcours dans ma vie d'avant, je dirigeais des équipes de community managers en agence de pub à Paris. Et aujourd'hui, j'accompagne des professionnels, donc agences, annonceurs et indépendants, à créer et optimiser leur stratégie social media et à les former à l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Donc, avant de vous dévoiler un peu comment booster son engagement sur Instagram, la question qu'il faut d'abord se poser avant tout, c'est qu'est-ce qu'un contenu engageant ? Un contenu engageant, c'est un contenu qui enregistre tous ces types d'interactions. Donc, c'est les likes, les commentaires, les partages, les saves aussi, les clics et le temps passé. Le temps passé, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas facilement quantifier, mais qu'Instagram sait. Et en fait, en regroupant tous ces indicateurs, Instagram sait si votre publication est intéressante ou pas pour l'audience. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il est important de créer du contenu engageant ? Et en fait, là, on tombe un petit peu dans l'algorithme. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien, ou en tout cas, si c'est visible, en tout cas, vous aurez la presse à la fin. Pour vous expliquer dans les grandes lignes, en fait, plus votre contenu est engageant, plus il sera visible. C'est-à-dire que quand vous publiez un contenu, l'algorithme Instagram, en fait, va le diffuser à une audience test. Cette audience test, c'est une audience qui a l'habitude d'interagir avec vos contenus. Donc, Instagram va tester auprès de cette audience. Et si le test s'avère être positif, donc enregistre énormément d'interactions, l'algorithme va pousser un peu plus la visibilité de votre contenu et auprès de nouvelles personnes. Et si ces nouvelles personnes s'engagent aussi avec votre contenu, la visibilité sera d'autant plus grande. Donc, engagement égale visibilité. Et à l'inverse, ce cercle-là qui peut être vertueux peut également être vicieux, dans le sens où si vos contenus n'engagent pas, en fait, votre visibilité sera de plus en plus réduite, d'où l'importance de créer du contenu engageant. Donc maintenant, on arrive à la question que tout le monde se pose, qui est comment créer du contenu engageant. En fait, pour créer du contenu engageant, il y a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est de capter l'attention de l'utilisateur. Et une fois que vous avez capté son attention, il va falloir le faire passer à l'action, c'est-à-dire qu'il interagisse avec votre contenu. Donc, capter l'attention. Je vais vous donner 4 conseils pour capter l'attention. Le premier, c'est déjà de penser mobile. Ça paraît tout bête, mais il y a beaucoup de marques qui font cette erreur-là. En fait, l'importance de penser mobile, c'est de privilégier les formats carrés ou 4 tiers, comme on peut voir dans l'exemple de droite, versus le format 16/9, comme l'exemple de gauche. En fait, on est sur un téléphone, généralement quand on est sur Instagram, donc il faut occuper un maximum l'écran de l'utilisateur. Donc, plus vous aurez un contenu carré ou 4 tiers, plus vous serez visible et vous pourrez plus facilement capter l'attention de l'utilisateur. Le deuxième conseil, c'est d'avoir une identité visuelle. Pourquoi est-ce que c'est important ? Pour 2 raisons, en fait. La première, c'est il est important d'être reconnaissable pour votre audience. Et il est important également de vous distinguer de vos concurrents. Donc là, je vous ai mis 2 exemples. On a la marque Respire et la marque Typologie qui font partie du même secteur d'activité, qui ne vendent pas exactement les mêmes produits. Mais ce qui est important dans ces 2 exemples, c'est qu'on voit tout de suite qu'il y a une charte graphique bien distincte pour ces 2 marques. Et typiquement, quand l'un de ces contenus arrive dans mon feed, en fait, je reconnais tout de suite qui est en train de me parler, si c'est Respire ou c'est Typologie. Donc ça se voit dans la tonalité, dans les couleurs qui sont utilisées. On le voit aussi dans la manière de présenter les produits. On le voit aussi avec le visage de la personne. Typiquement, Justine, qui est la fondatrice de Respire, dès qu'il y a son visage, on sait que c'est cette marque. Donc, important d'avoir une bonne charte graphique.
Le troisième conseil, c'est d'être accrocheur. Accrocheur, pourquoi? En fait, c'est un des conseils que vous a donné Célie dans une présentation juste avant. En fait, là, je vous ai donné, alors, c'est un exemple de Naturalia. Il y a 3 éléments dans cet exemple-là qui sont hyper intéressants selon moi. Le premier, c'est que la phrase d'accroche, on peut la voir sur le visuel. On a le Gomasio Kesako. Là, en 2 mots, on pose une question. Et donc, si on ne connaît pas la réponse, on s'y arrête. On a un deuxième élément, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais c'est en bas à droite du visuel, on a un texte qui a été coupé. Et en fait, ça nous laisse entendre qu'il se passe quelque chose dans le carrousel, en tout cas qu'il y a une suite. Donc, ça incite un peu plus l'utilisateur à découvrir ce qui s'y cache derrière. Et le troisième élément qui est intéressant, donc là, je pense que clairement, vous ne le voyez pas, c'est dans le wording, c'est-à-dire dans le texte, c'est cette première phrase. Et en fait, la phrase, elle accroche les personnes qui salent un peu trop leur plat avant de goûter. Et on en connaît tous. Et donc, du coup, ça s'adresse directement à ces personnes-là et donc ça capte un petit peu plus l'attention. Donc là, dans cet exemple-là, faites votre marché clairement. Il y a plein de bonnes idées à prendre. Vous n'êtes pas obligé de toutes les reprendre, mais en tout cas, c'est des bonnes manières de capter l'attention de l'utilisateur. Et le dernier conseil que je peux vous donner sur capter l'attention, c'est surtout de privilégier la qualité. En fait, souvent sur Instagram, une image vaut 1000 mots. Et parfois, il n'est pas nécessaire de rajouter du texte pour en dire plus. L'image suffit souvent à elle-même. Typiquement, là, je vous donne 2 exemples. On a un do et un don't. Le don't, c'est Perle du Nord Co, qui met en avant, en tout cas, c'est son sujet principal, c'est dip de chèvre frais et poivron rouge grillé, pratique et délicieux à l'apéro, super. Sauf que le plat, en fait, est mis en arrière-plan et on a cette bannière qui arrive devant, enfin qui est au premier plan, et en fait, ça gâche un peu le visuel. Alors que Frischti, dans l'exemple de droite, on n'a pas de texte, on a seulement le plat qui est ultra gourmand et appétissant, surtout quand il est midi 14. Et donc, du coup, on a beaucoup plus envie de s'y arrêter plutôt que sur le visuel de gauche. Donc, privilégier la qualité, éviter de mettre trop de texte pour ne pas polluer le visuel, sauf vraiment quand ça s'y prête, typiquement dans l'exemple de Naturalia, pour capter un peu plus l'attention. Donc, en résumé, pour capter l'attention, 4 conseils. On a le premier, penser mobile. Ensuite, soigner son identité visuelle, donc c'est la charte graphique, et travailler votre accroche, que ce soit dans le visuel, dans la caption. Et on a aussi, et enfin, de privilégier la qualité. Alors, je ne sais pas, Célie, si on a des questions en cours, si on continue sur cette lancée. Non, vas-y, on s'arrête. Petite question, on a Audrey qui nous dit qu'elle n'a pas compris pourquoi le format carré était mieux que le format 16/9. Ah, en fait… Tu t'es passé rapidement. Alors attends, je vais te remettre sur le… Alors attends, il faut que je remette la presse. En fait, on voit tout de suite la différence quand on est sur un mobile, c'est-à-dire que en fait, le format carré occupe beaucoup plus de place sur l'écran de l'utilisateur que le format 16/9 qui est tout petit. Et en fait, le format 16/9, il n'est pas pensé pour le mobile. Donc, c'est pour ça que pour beaucoup de marques, on leur dit, si vous avez du contenu carré ou du contenu 4/3, c'est très bien. C'est ce qu'on appelle social media friendly, en fait, on va dire, versus le 16/9. Et typiquement, sur Insta, si on veut lire du 16/9, on ne peut pas retourner notre téléphone pour le mettre en horizontal. Donc, tout se lit en vertical et il faut penser en verticalité, en fait. Et le truc, c'est que l'exemple qui est intéressant sur celui du vin, c'est qu'en fait, on voit la publication du dessus, on voit la publication du dessous, pardon. Et donc, du coup, ça peut être vos concurrents. Donc, ça veut dire que vos concurrents polluent votre publication. Alors que sur l'exemple du petit ballon, en fait, il n'y a pas de place aux concurrents. C'est la marque qui prend toute la place sur l'écran de l'utilisateur. Ouais, donc votre image prend plus de place et donc, du coup, moins de concurrence, quoi. Mais de toute façon, tu le vois, je trouve que dans ton téléphone, avant, tu ne pouvais pas directement faire de photos au format carré.
Ça, c'est devenu la norme suite à Instagram. En fait, c'est Instagram qui a amené ce format carré. Et pendant longtemps, on pouvait même pas publier des photos comme le fait le vin là en format 16/9. Les photos sur Instagram, c'était carré, point. Maintenant, on peut avoir des formats un peu différents. Donc, autant utiliser le format qui prend le plus d'espace. Audrey nous dit merci, te dit merci. Ok, je comprends. Merci beaucoup pour ta réponse. Avec plaisir. Si vous avez d'autres questions à cet endroit-là, c'est le moment. Ok, bon, sinon, je te laisse continuer. Je me recache et puis n'hésitez pas à poser vos questions. Je reviendrai pour poser les prochaines. Ok, ça marche. Alors, du coup, donc on a vu comment capter l'attention. Hop. Maintenant, le deuxième enjeu, ça va être de passer à l'action une fois que vous avez capté l'attention de l'utilisateur. Donc, comment l'inciter à interagir avec vos publications. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'abord de générer de l'émotion. En tout cas, si vous générez de la joie, de la surprise, de la colère, de la tristesse, ou un coup de gueule, ou de la peur, etc., en fait, dans le cerveau de l'utilisateur, cette émotion va potentiellement déclencher une action, ou en tout cas va faciliter l'action. Là, je vous ai pris 2 exemples. Donc, on a l'exemple de Célie avec le compte Les Épaulettes, où en fait, il y avait une grande nouvelle qui a été annoncée sur son compte Instagram. C'était à l'époque où le groupe des Épaulettes avait dépassé les 200 inscrites. Donc, joie bonheur dans notre cœur et joie bonheur dans cette créa. On a le jaune qui respire la joie, le sourire de Célie, on a paillettes et cotillons. Donc là, on est vraiment dans une émotion ultra positive. Et quand on lit le texte, effectivement, il y a cette bonne nouvelle qui arrive. Et en fait, quand on regarde les likes et les commentaires, c'est beaucoup de soutien, en fait. Beaucoup de soutien dans cette grande nouvelle. Donc, ça incite un peu plus à interagir. Dans l'exemple de droite, on a une toute autre émotion où là, on est plus dans un coup de gueule. Donc, on est sur Louise de My Better Self, que je vous recommande aussi de suivre parce qu'elle fait des contenus vraiment cool. Là, on a sa phrase d'accroche. Tu as le droit de prendre du poids. Et en fait, quand on arrive et qu'on regarde un peu plus dans les détails le wording, en fait, c'est un coup de gueule sur tous ces conseils qu'on a eu pendant le confinement pour garder la ligne. Et en fait, elle pousse un énorme coup de gueule en mode il y a trop d'injonctions dans tout ça. Et en fait, quand on regarde les likes et les commentaires, il y a énormément de soutien aussi de personnes qui partagent son sentiment et qui le font savoir. Donc, générer une émotion, c'est une bonne manière aussi d'inciter les utilisateurs à interagir avec vos publications. Un deuxième conseil, c'est le rebond d'actu. Le rebond d'actu, c'est un bon prétexte pour prendre la parole. Ça démontre en fait que votre marque est à l'écoute du monde qui l'entoure. Mais alors, attention à la manière dont vous rebondissez sur l'actu. C'est-à-dire que cette actualité, il est important qu'elle soit en phase avec votre marque et aussi avec votre ligne édito. Typiquement, là, je vous prends l'exemple de La Redoute. La Redoute a choisi de rebondir sur la journée internationale de la cuisine italienne. Très bien. Bon, déjà, moi, je vois pas trop le rapport avec La Redoute, mais pourquoi pas, il y a certainement différentes manières de prendre la parole là-dessus. Sauf que dans le visuel, on a Meryl Streep en pleine cérémonie des Oscars qui croque sa pizza à pleines dents. Et du coup, moi, la réflexion que je me suis dite en voyant ce contenu qui est passé sur mon feed, c'est quel est le rapport en fait avec La Redoute. Alors oui, on cherche la complicité, la proximité avec l'audience, mais en fait, je trouve que c'est un rebond d'actu qui est un peu gratuit et un peu facile en fait. Donc en tout cas qui est pas propriétaire à La Redoute parce que n'importe quelle marque aurait pu prendre la parole de cette manière. Donc pas assez incarné. Alors que si on regarde l'exemple de droite avec Back Market en fait a décidé de rebondir sur l'actualité du Black Friday et l'a fait de manière très maligne en faisant un pied de nez à tous ses concurrents qui cassent leur prix durant cette journée où en fait eux le seul message qu'ils font passer c'est nous Black Market en fait c'est toute l'année. Donc c'est une bonne manière aussi de rebondir sur l'actu, c'est de prendre le contre-pied et d'aller à l'encontre de ce que tout le monde dit. C'est une manière de se différencier. Un troisième conseil, en fait là on est en plein dedans, c'est de partager des conseils. En fait, en partageant des conseils, vous allez avoir une valeur ajoutée avec vos contenus et 2, vous allez intéresser un peu plus votre audience. Donc n'hésitez pas à
en fait à donner des conseils et astuces à vos followers parce que c'est ce qui les intéresse aussi. Typiquement, on a Decathlon qui vend du matériel sportif. En fait, en période de confinement, ils nous ont donné des conseils sur voilà comment garder la forme tout en restant chez soi. On a un autre exemple avec Stéphane Plaza qui vend des apparts et des maisons, mais qui donne aussi des conseils sur des astuces déco, sur le homestaging, etc. Donc ça, c'est une manière de prendre la parole et c'est une manière aussi d'être utile pour votre audience et donc de l'intéresser. Et pour aller plus loin, d'ailleurs, si vous partagez des conseils, n'hésitez pas à demander en retour les conseils de votre communauté. Si elles en ont à partager, ça permettra de créer un lien avec les utilisateurs. Autre conseil, du coup, on est sur Instagram, l'utilisateur attend aussi à être inspiré, à rêver un peu, à se projeter, etc. Là, je vous donne un exemple assez concret. En fait, c'est plus qu'un exemple, c'est une anecdote où c'est avec la marque Mode Trotter, donc on gérait avant dans mon ancienne agence. Le problème qu'ils avaient en fait sur leur compte Insta, c'était un problème de contenu et donc d'engagement, où en fait tout leur contenu quasiment publié, c'était du shooting, un shooting en studio. Et donc on avait l'impression de plus se retrouver sur un catalogue e-commerce de la marque, plus qu'un compte Instagram qui inspire en fait avec ces produits-là. Donc la recommandation qu'on leur a faite, c'est en fait il faut sortir de ce studio, il faut emmener vos vêtements à l'extérieur, il faut qu'ils vivent un peu, il faut que ce soit dynamique. Et donc c'est là où on a entrepris un shooting à Marseille, donc encore un clin d'œil à Célie pour le coup. Et là en fait on a eu un bon nombre de contenus très inspirants où on fait vivre le produit, on l'incarne dans un cadre un peu lifestyle où l'utilisateur peut beaucoup plus facilement se projeter avec le vêtement en question. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des produits, à ne pas rester tout le temps focus sur votre produit, essayez de l'intégrer dans un cadre inspirant et un peu lifestyle, c'est-à-dire du quotidien en fait. Autre conseil, c'est en fait on est sur un réseau social, on est sur Instagram et qui dit réseau social dit conversation. Donc la communication, c'est très important qu'elle ne soit pas tout le temps ascendante. Il faut aussi que ce soit réciproque et vous engagiez la discussion avec votre audience. Donc il y a différentes manières de faire. La manière la plus classique, c'est ce fameux call to action qu'on a à la fin du texte. Là, en fait, vous avez deux exemples où le call to action est dans le visuel, ou alors au tout début, c'est-à-dire demander la préférence des followers sur certains produits. Donc, n'hésitez pas non plus à utiliser ce type de technique pour mieux engager la discussion. Autre exemple, autre conseil, on est sur l'avant-dernier il me semble, c'est de divertir votre audience. On est sur les réseaux sociaux, on est sur Instagram, on est aussi là pour s'amuser, pour être diverti. Donc n'hésitez pas à utiliser des quiz, des jeux pour inciter votre audience à participer avec vous. Typiquement, on a Naturalia, c'est un exemple de quiz où on se dit quel est on a deux légumes qui se ressemblent, qui est qui en fait. Bon, alors moi avec ma culture en vrai j'ai du mal, mais j'ai passé du temps sur cette publication et du coup Instagram a compris que j'étais intéressée. Et on a le deuxième, on a Chantilly Biscuit qui joue sur Blanc Manger Coco et qui le revisite avec le Blanc Manger Biscuit, un texte à trous et l'utilisateur comprend tout de suite qu'il faudra participer en commentaire. Dernier conseil, c'est, alors là, si vous voulez booster vraiment votre engagement, c'est le jeu concours. En fait, si vous récompensez votre audience, elle n'en sera que plus ravie finalement. Mais alors attention, dans la manière de présenter votre jeu concours, il faut vraiment que ce soit simple, direct, précis, clair, typiquement comme l'exemple de droite où on voit tout de suite ce qu'il y a à gagner, avec le petit wording en bas, gagner cette affiche. Et ensuite, on n'a plus qu'à aller voir dans le texte ce qu'il faut faire pour participer. À l'inverse, l'exemple de gauche,
bah en fait, on a 3 typos qui sont différentes. C'est pas hyper lisible selon moi, et on voit pas la dotation mise en avant. Donc du coup, on incite un peu moins à participer, et c'est dommage. J'ai pas mal speedé là sur la fin, mais en tout cas, on y est arrivé. Donc Célie, tu peux, vas-y, reviens. Revenu. Mais merci, en tout cas, c'est très cool tous ces exemples. Alors, il y a des questions, donc on va passer 5 minutes là à répondre aux questions. Alors, il y a une première question de Gabriella sur comment on fait pour trouver son identité visuelle, sur quoi on se base. Alors, je sais pas, tu vois, est-ce que toi, c'est pas ton job de répondre à ce genre de choses, j'imagine. Cependant, juste pour info, on va organiser normalement prochainement avec Julie un live sur comment créer son identité visuelle, un live dédié à ça. Donc, si tu as quelques astuces, tu peux en donner quelques-unes, mais voilà, il y aura un live dédié à ce sujet-là. Bah, c'est vrai que, alors oui, je suis pas directrice artistique là-dessus, ni graphiste. Après, on se base souvent, en tout cas, c'était le travail qu'on faisait en agence, et on se base sur déjà la charte graphique du produit. Si c'est un produit, si c'est un service, c'est un petit peu plus compliqué. Mais si c'est un produit, il y a une typo qui ressort, il y a des éléments de couleur aussi qui ressortent, et en fait, faut que tout ça soit en cohérence avec nos prises de parole, en fait. Quand c'est un service, c'est un peu plus compliqué. Typiquement, toi sur les épaulettes, tu vois, t'as trouvé ta patte, ce qui te ressemble. Il y a tout un travail effectivement à faire là-dessus. D'ailleurs, ce serait intéressant, je trouve, comme sujet de comment toi tu as créé, tu vois, ton identité visuelle. Et moi, mon identité visuelle, j'ai fait bosser une graphiste dont c'est le métier et qui m'a créé une identité visuelle, un logo et toute la charte graphique qui va avec, pour avoir quelque chose qui correspond à l'identité et ce que j'avais envie de mettre derrière. Bah, c'est vrai que c'est un vrai exercice. C'est pas évident, de comment dire, de mettre des couleurs sur des mots et c'est vrai que c'est pas évident. Je te partage une autre question. Est-ce que c'est pertinent d'avoir Instagram, quel que soit le domaine d'activité? En l'occurrence, c'est Aleki qui pose cette question, et dans son cas, elle est dans la formation et dans l'éducation. Ah oui. Ah oui, bah là, en l'occurrence, oui. En fait, moi, je pars du principe que à partir du moment où tu as quelque chose à raconter, ben, tu peux le raconter sur Instagram. C'est aussi une bonne plateforme de storytelling. C'est aussi une plateforme où, à la base, on va chercher du beau pour s'inspirer, mais on va aussi chercher à apprendre des choses, on va aussi chercher à s'informer, etc. Et typiquement, si on est dans la formation, enfin, tu peux faire un compte Instagram où tu délivres des conseils, en fait, juste des petits conseils avec quelques posts tu peux raconter les coulisses aussi de comment tu prépares tes formations, etc. Tu peux mettre en avant les personnes qui participent à tes formations pour en tirer des témoignages. Il y a beaucoup de choses à raconter en plus autour de ça. Donc oui, à fond. Ça rejoint une question que moi j'avais, c'était comment tu fais pour inspirer, parce que tu as montré des exemples d'inspiration avec des produits, comment tu fais pour inspirer dans le cas de service? Tu vois, typiquement, les épaulettes avec le coaching digital, on fait beaucoup de conseils, on fait beaucoup d'éducation, entre guillemets, mais c'est plus difficile, je trouve, de faire de l'inspiration. Comment tu fais pour inspirer dans ce cas-là? Alors ça, c'est une bonne question. Typiquement, tu vois, je prends ton exemple que tu avais publié de la fameuse série Netflix, tu vois. Ouais, j'avais oublié le nom, mais tu vois, ça fait partie de, en fait, toi, ce qui t'inspire. Okay. Et ce qui peut inspirer aussi ton audience, tu vois. Ça peut en faire partie. Typiquement, tu vois, dans l'inspiration, tu as aussi, alors ça, c'est un truc qui marche beaucoup, c'est, tu sais, les fameuses citations, les fameuses quotes, en fait. Oui, c'est vrai. Et je trouve que, enfin, t'as des quotes qui sont toutes faites, tu vois, genre Carpe diem, mais tu as aussi des citations qui proviennent typiquement, tu vois, de fans d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est encore plus inspirant parce que on est dans enfin, là, c'est vraiment là où tu incarnes ta marque, en fait. Comme si elle aurait pu prendre la parole et dire cette chose-là, tu vois. C'est vrai qu'on l'a fait avec le portrait de la première ministre finlandaise, je sais pas. Oui, ouais. Voilà. Alors, attends, il y a plein de questions qui arrivent là, donc vu qu'il est 30, on va prendre toutes les questions. Mais donc, alors, une question que je t'ai posée juste avant le live, c'est marrant. Est-ce que tu recommandes les carousels pour que l'audience reste plus longtemps sur les publications, ou plutôt des visuels séparés pour mieux les mettre en valeur?
Alors, en fait, ça dépend de ce que tu as à dire et ça dépend des thématiques. Typiquement, si tu es dans la même thématique et que tu as 3 messages à dire, tu peux utiliser le carrousel. Tu peux aussi les séparer en différentes vignettes. Moi, je sais que j'aime beaucoup le carrousel parce que ça permet d'alléger le texte, le wording en fait qui accompagne le visuel et de prendre quelques morceaux pour en faire des vignettes à côté en fait. Donc ça apporte une information en plus. Ouais, moi je le verrais comme ça. Après, tu as le carrousel aussi. Je trouve intéressant, c'est celui qui capte l'attention et qui dévoile après en fait. Par exemple, ce jeu de questions-réponses, bah, tu peux poser la question et si tu slides sur la droite, tu vois la réponse, tu vois, plutôt que de la mettre dans le texte. C'est une manière de jouer aussi là-dessus. Après, de toute façon, si ton carrousel il est bien fait, par défaut, ça va créer de l'engagement puisque à partir du moment où la personne slide, du coup, la personne passe du temps sur ta publication. Donc, du coup, ça va être bon pour ton... Exactement. La personne passera plus de temps effectivement sur un carrousel que sur un visuel fixe. Après, ça dépend du visuel et ça dépend du texte qui l'accompagne. S'il est très long, oui, tout à fait. Tu passes plus de temps, tu vois. Et aussi, il y a un autre élément, moi, que j'avais en tête, c'est que Instagram récompense le fait que tu utilises des formats différents. Et donc, plus tu vas utiliser des formats différents, plus l'algorithme va estimer que tu es un bon utilisateur d'Instagram. Donc, du coup, si tu fais toujours des posts simples, typiquement, coucou les épaulettes, nous, on fait toujours des posts simples, vidéo ou images. Déjà, on utilise des vidéos, c'est déjà pas mal. Mais du coup, on n'utilise jamais des carousels et d'autres types de publications. Donc, peut-être que tout ça, ça peut contribuer à augmenter notre engagement, en fait. Complètement. Après, en fait, la règle de base d'Instagram et même Facebook maison mère, c'est ils te diront toujours tester. Et peut-être qu'avec votre audience, ça prendra, mais peut-être qu'avec d'autres, ça prendra pas du tout parce que ça dépend de ce que vous racontez, ça dépend de votre marque, de votre produit ou de votre service. Donc, tester le carrousel, tester le visuel, tester la vidéo et essayer de voir effectivement si vous touchez plus de personnes ou moins de personnes. Et même individuellement, de prendre ça c'est très important de regarder les statistiques, mais une par une sur chaque contenu pour voir ceux qui marchent bien et ceux qui marchent pas du tout et se poser la question de pourquoi ça n'a pas marché. Et c'est pas forcément une question de format, ça peut être aussi c'est souvent une question de contenu et de mise en forme et d'intérêt. Ensuite, je prends une dernière question. Bon, allez, 2 dernières questions rapides. Allez. Alors voilà, Ingrid nous dit définitivement pas très à l'aise avec le call to action sur Insta quand il s'agit de renvoyer vers un lien. La seule pratique que je vois et connais, c'est le lien dans la bio. Ouais. Est-ce que c'est la seule solution bonne pratique et où ça se fait de mettre l'URL dans le texte du post? En fait, l'URL dans le texte du post, il ne sera pas cliquable. Voilà, donc ça veut dire que la personne devra aller retaper l'URL en entier. Donc, exactement. Donc ça non, c'est effectivement ce n'est pas la meilleure des pratiques. En revanche, à chaque fois de dire retrouver le lien dans la bio, si la personne est vraiment intéressée, elle ira dans la bio et elle cliquera sur le lien qui lui est cliquable pour le coup. Tout à fait. Et puis après, sinon, Ingrid, tu as une autre solution, c'est d'avoir plus de 10 000 abonnés et d'avoir un swipe up en story. Donc, le fait de pouvoir faire swiper vers le haut et d'accéder à un site web, vers un lien. Mais il faut avoir plus de 10 000 abonnés pour pouvoir faire ça. Donc, il faut se mettre à Insta tout de suite. Là. Et du coup, 3e question, comment avoir 10 000 abonnés? Réponse dans le prochain live. Et ensuite, alors, une dernière question. Alors, je me permets juste de répondre, mais là-dessus, en fait, Aleki qui demande encore une question, Facebook, Instagram, Twitter, le blog, etc. Faut-il multiplier les médias ou se focaliser sur un? Tu veux rapidement apporter une réponse rapide? En vrai, moi, je vous dirais déjà, commencer par un, à bien travailler, à bien poser les bases. Et je vous conseillerais aussi de prendre Instagram parce que Instagram, l'algorithme est encore sympa aujourd'hui versus un Facebook où c'est un peu plus compliqué maintenant. C'est l'âge d'or sur Facebook, c'est terminé. Sur Insta, quand on est une toute petite marque, on a très peu de budget, c'est très bien. Pour moi, c'est le bon réseau social. LinkedIn, ça peut être un très bon réseau social aussi, mais on ne dit pas la même chose. C'est pas du tout la même ligne éditoriale et c'est pas du tout le même public. Donc, je privilégierais Instagram et après, si vous voulez développer votre ligne éditoriale pour dire autre chose à une autre audience, là, c'est intéressant de voir quelle plateforme
quelle plateforme utiliser. Si c'est un Pinterest, si c'est un Twitter pour du SAV, par exemple, si c'est du LinkedIn auprès des pros, etc. D'accord. Après, si tu veux développer un peu plus ton audience, ce qui est pas mal, alors en dernier tips, c'est alors soit de taguer des gens qui sont en rapport avec ta publication. Donc, par exemple, une collaboration avec une marque, ça c'est intéressant. Si c'est de l'UGC aussi, donc du contenu généré par des followers, c'est intéressant également. Et c'est aussi dans la question que tu peux poser d'inviter à taguer des gens, tu vois. Enfin, normalement, ça se fait naturellement, mais c'est aussi comme ça que tu développes ton audience, ou en tout cas bien n'hésitez pas à partager ce conseil. Tu vois, si tu es en mode conseil, n'hésitez pas à le partager. En fait, tu vas dire dans la tête des gens, ok, donc je vais taguer machin en fait, alors qu'il n'avait pas forcément pensé, tu vois. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Bon, bah super. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous dis un grand merci. Merci Emma. Merci beaucoup. Merci à toi Célie pour l'invite. C'était vraiment chouette. Ciao. Ciao.